Donc je vous propose qu'on commence la première session et donc dans le droit fil de la conférence inaugurale, on va poursuivre sur le lien entre politique de change et croissance à long terme. Donc les questions qui vont nous occuper, c'est de savoir est-ce qu'il y a un régime de change ou une politique de change qui est plus ou moins favorable sur la croissance de long terme. Monsieur Ocampo nous a donné tout à l'heure son point de vue en mentionnant sa préférence pour les régimes intermédiaires. Est-ce qu'une politique de sous-évaluation du taux de change pour donner une subvention implicite au secteur des biens échangeables a un effet favorable sur la croissance de long terme? Est-ce que les questions se posent de la même façon pour les pays à faible revenu que pour les autres économies, compte tenu des contextes institutionnels et de l'environnement institutionnel spécifique et également des caractéristiques des structures productives? Est-ce que la question se pose également de la même façon qu'on soit en union monétaire ou non? Voilà tout un tas de sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui, et donc on va le faire grâce à la contribution de quatre éminents intervenants. Donc tout d'abord, on commencera par une présentation introductive par Ibrahim El Badawi, qui est à la fois directeur général de l'Economic Research Forum et également président du FEMIS, qui est ce forum euro-méditerranéen qui met en contact les institutions spécialisées sur les sciences économiques. Ibrahim El Badawi, vous avez été également longtemps économiste au département de la recherche de la Banque mondiale, ainsi que vous avez été directeur du Dubai Economic Council pendant quelques années. Et vous allez notamment puiser sur cette expérience pour nous présenter les conclusions que vous tirez sur la sous-évaluation du taux de change dans plusieurs pays de la région MEDA et l'impact sur les exportations, la performance d'exportation. Tout ça en vous appuyant sur des données d'entreprise. Donc ensuite, votre présentation sera discutée par différents intervenants, avec tout à la fois pour apporter leurs commentaires sur votre présentation, mais également donner leur propre éclairage sur le thème. Donc tout d'abord Agnès Benassi-Kéré, qui est aujourd'hui professeure à la fois à Paris 1 et à l'École d'économie de Paris, qui est également présidente d'une chaire qui regroupe la Banque de France et l'École d'économie de Paris. Qui a également été ancienne directrice du CEPI et qui travaille aujourd'hui sur un des thèmes d'actualité brûlants, que sur la question des guerres commerciales et des guerres des monnaies. Donc ça pourra donner un éclairage et des discussions intéressantes. Ensuite, deuxième discutant, Patrick Plane, qui est directeur de recherche au CNRS et également chercheur associé et professeur associé à l'Université Clermont-Auvergne, qui est spécialiste des questions d'économie industrielle et de compétitivité, et tout particulièrement appliqué à l'Afrique, que ce soit à l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Centre, une grande compétence sur le continent africain. Et nous aurons enfin Cyril Rousseau, donc, qui est sous-directeur des affaires multilatérales et du développement au sein de la Direction générale du Trésor au ministère de l'économie et des finances en France. Et donc qui à ce titre est responsable de la politique de développement pour le compte du ministère de l'économie et des finances, et puis assure aussi la supervision des banques
multilatérale de développement et a donc une grande aussi expérience sur, compte tenu des différents postes qu'il a pu occuper sur les problématiques de développement, et il est par ailleurs en plus administrateur à la BCEAO. Donc voilà un petit peu poser les différents intervenants. Ce sera une séance qui sera à la fois en français et en anglais. Et une fois que les discutants auront donné leurs commentaires, on laissera quelques minutes à Monsieur El Badawi pour réagir, et puis on pourra faire une séance bien sûr de questions-réponses avec la salle. Voilà, je vous remercie. So now, Ibrahim, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. It's really a great pleasure for me to be here and to be part of this et de faire partie de ces discussions pleines de passionnantes et stimulantes sur un sujet qui a toujours été très cher à mon cœur. D'abord, rapidement, les sagesses qui nous viennent surtout de la littérature empirique concernant l'impact sur le développement et l'impact de la sous-évaluation du change sur l'exportation. Il y a un consensus à savoir que les pays qui peuvent donner lieu à des épisodes de sous-évaluation des taux de change ont connu une accélération de la croissance de leurs exports, avec une croissance générale parfois d'ailleurs en plus. Certaines littératures, y compris les plus récentes, les plus influentes de professeur Campo et M. Stiglitz et leurs collègues, et bien sûr avant cela, professeur Dani Rodrik, ont établi le lien causal entre cette sous-évaluation des taux de change peut être fondamentale, car en fait, cela peut améliorer les conséquences négatives pour la dynamique des exports à la suite de faiblesses institutionnelles de façon statistique ou un échec des marchés sur un plan dynamique. Donc la question en termes de la littérature empirique est la suivante. Dans quelles conditions la sous-évaluation des taux de change peuvent donner lieu à plus de croissance et notamment au niveau des exports. Un certain nombre de ces points de littérature indiquent que l'efficacité que la sous-évaluation des shows en tant que développement de développement et pour la promotion des exports dépend sur une faiblesse relative des institutions, et j'aimerais souligner le mot relatif car j'y reviendrai plus tard, ainsi que un sous-développement relatif des marchés de développement. Par exemple, le professeur Philippe Guillaume dit la distance par rapport à la frontière technologique en disant que la sous-évaluation des taux de change peut être efficace si jamais une économie est à la traîne la technologie de pointe. Mais lorsqu'on se rapproche de la technologie de pointe, aussi n'est plus moderne, à ce moment-là, les taux de change, en tant que stratégie de second temps, peut ne pas être aussi efficace. Uniquement les sous-évaluations modérées de change devraient être adoptées, car il y a des cas où une extrême sous-évaluation peut supprimer toutes les activités économiques et en fait affecter l'économie dans son ensemble. Donc une sous-évaluation modérée est importante. Donc, et cela dépend bien sûr d'une faiblesse relative des institutions ou alors surtout des développements financiers dans tel ou tel pays. Le professeur Patrick Guillemot a mentionné quelque chose de très important sur la situation après les conflits, qui est un problème bien sûr, et ça a été un problème dans l'Afrique subsaharienne et plus récemment a été un problème
ailleurs, et dans la mesure où les activités export sont des activités avec beaucoup d'opérations, de transactions, et qui sont relativement plus dynamiques, probablement elles seront beaucoup plus affectées par des conflits que d'autres activités non échangeables. Par conséquent, les taux de change et leur compétitivité, la stabilité de la compétitivité est un instrument très efficace probablement dans la reconstruction après un conflit ou les développements après un conflit. Et je pense que là, il y a quelques preuves qui indiquent justement que les sous-évaluations des taux de change dans tout ce qui est après-conflit rehaussent le rôle d'aide comme instrument de redéveloppement ainsi que un instrument plus matériel concret pour la reconstruction. La contribution de ce papier, entre guillemets, est liée au fait de dire qu'il faut passer de la perspective macro vers les aspects plus micro au niveau des entreprises plutôt. Et à partir de là, examiner surtout certaines interactions qui peuvent exister entre les effets des taux de change sur la performance d'export et la croissance et les caractéristiques des firmes ou le genre d'échanges accomplis par les entreprises. Et mon collègue de l'Université de du Caire, a pu bénéficier d'un papier ou d'une série de données provenant de la Banque mondiale, par exemple les données douanières. Et ces données douanières traitent de 4 pays du Moyen-Orient, le Koweït, l'Égypte, la Jordanie, le Yémen, avec des données très détaillées qui enregistrent également les exportations par destination, ce qui nous permet justement d'examiner à la fois les marges intensives qui est le volume d'export, ainsi que les marges pour les marchés, le nombre de marchés ensemble, que de ces firmes exportatrices, ainsi que le nombre de produits que ces firmes exportent. Par exemple, juste une vue d'ensemble nous montre que ces 4 pays, évidemment, par la taille de l'économie, qui possèdent le plus grand nombre, le chiffre le plus important ici avec la Jordanie, le Koweït, et bien entendu, les pays à faible revenu, tels que le Yémen. Et les variables que nous utilisons ici, on va commencer avec les variables macroéconomiques. Nous utilisons donc des contrôles, des variables qui nous proviennent des indicateurs de développement avec les institutions économiques qui sont analysées sous la loupe par le temps d'exportation ici. En fait, et on compare cela à la problématique. Et ensuite, nous mesurons également le développement financier avec la portion des prêts dans le secteur privé. Ce graphe ici représente le niveau des taux de change effectifs que l'on mesure de la façon suivante. La variable, un grand index, c'est-à-dire la dépréciation, c'est ça que ça représente. Et par conséquent, voilà, c'est la façon habituelle de mesurer un peu les choses. Donc, un index supérieur, eh bien, c'est un taux de change déprécié. Donc, vous voyez ici la tendance à l'appréciation. C'est une région ici qui est influencée par le cycle du secteur pétrolier, comme on le sait. Et nous utilisons 2 catégories de taux de change. Celui de la sous-évaluation des taux de change, un qui se base sur un modèle et l'autre qui se base sur une série chronologique. Mais on peut voir ici que voilà, il y a une symbiose, ici une correspondance qui se signe assez bien avec. Donc en fait, voilà, ça montre à quel point ça peut être robuste ici. Pas totalement robuste comme modèle, mais bon, celui qui est basé sur le modèle et celui qui est basé sur la série chronologique sont assez bien synchronisés. Et j'aimerais également vous montrer certains éléments de dynamique par rapport
at the firm level, before I go into describing the results, for the interest of time. Non, avant de vous montrer d'ailleurs les résultats, simplement parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Yes, as you can see voilà, here, comme on peut le voir ici, en l'occurrence, the average firm size la taille de la société, la taille moyenne de la société, en fait, est comprise entre 1,8, donc Égypte, ou alors peut-être 1,9, la Jordanie 1,8 millions en Égypte, et 0,8 pour le Yémen, la portion des 5 premiers percentiles ici, ou pourcentage, en matière d'échange, ici nous montre une certaine stabilité d'un pays à l'autre et le nombre moyen de produits. Le plus grand, c'est le Koweït. Le plus grand, c'est le plus important, c'est le Yémen, suivi par le Koweït, suivi du Koweït, et la Jordanie. L'Égypte, et ensuite la Jordanie, ensuite le nombre moyen de destinations, et évidemment, ça dépend des pays. Et donc, c'est une situation qui nous montre une certaine variation au niveau des variables macroéconomiques ainsi qu'au niveau des caractéristiques des entreprises, des sociétés. Nous avons en fait mesuré la taille des sociétés en comparant cela à la taille des exportations. Nous avons les quartiles supérieurs, c'est-à-dire les grandes sociétés, les 50 percentiles moyens. Donc ensuite nous avons la partie inférieure au niveau des percentiles. Et la démarche que nous avons utilisée, étant donné la nature des données, parce que voilà, ce sont les données de destination, eh bien, c'est passé par l'utilisation d'un modèle de haute gravité, donc avec les variables en question, telles que par exemple l'homogénéité au niveau des langues, évidemment d'autres paramètres tels que la population et le PIB par habitant, les variables qui sont associées. Nous avons ensuite démarré avec le modèle fondamental avec le time to export, voilà, c'est ce modèle. Et ensuite nous avons étendu cela vers deux autres modèles. Le premier, c'est de rajouter l'effet de la sous-évaluation. Donc, nous avons donc la sous-évaluation et la sous-évaluation au carré. Et l'autre paramètre que nous avons rajouté, c'est l'accès au crédit. Les variables dépendantes, en fait, eh bien, il y en a trois types ici de variables. La marge intensive, c'est-à-dire la valeur des exportations, et nous avons également le pourcentage, ou le nombre, pardon, des destinations par société, c'est-à-dire les marges extensives, et le troisième, c'est la marge extensive produit. Je ne vais pas vous montrer les résultats, mais j'aimerais simplement résumer les résultats, car cela constitue en fait la partie la plus importante de cette étude. Et donc, nous avons des conclusions concernant les marges intensives et extensives. Et je pense que la nuance parmi ces résultats en fait, nous montre que c'est très intéressant pour l'analyse qui se base sur la qualité des sociétés afin de vous montrer le rôle des taux de change sur la performance des exportations. Donc en fait, cette présentation ici vient à soutenir les résultats générés par les présentations concernant les exportations. Ceci étant dit, l'analyse nous montre aussi de nouveaux résultats assez nuancés sur l'efficacité des taux de change dans les stratégies de promotion des exportations. Donc maintenant, par rapport à la marge extensive, les taux réels de change peuvent encourager les exportations de la société par rapport aux marges extensives, quelle que soit la taille de la société. Et donc, que ce soit les pays que ce soit des pays développés ou moins développés ou sous-développés. Ce sont des résultats très importants car on voit ici une association assez étroite avec les preuves ou les résultats qui nous montrent que les sociétés utilisent des épargnes afin d'augmenter les niveaux d'activités existantes.
Also, as you said, in financial development does not seem to affect because le fait que le pays soit sous-développé, en fait, non, ça n'a aucun impact car la société utilise leurs épargnes. Et nous avons également trouvé que la période de sous-gestion de commerce, en fait, voilà, peuvent avoir des impacts sur les coûts, plus particulièrement parmi les sociétés, les propriétés de change et les sous-évaluations d'état de change, en fait, partiellement, peuvent enrayer les coûts, mais en fait, n'éliminent pas complètement ces coûts. Bon, maintenant, par rapport aux marges extensives, nous avons découvert que les données qui nous montrent que les taux de change et la sous-évaluation qui encouragent les importations étaient limités aux sociétés moyennes et sociétés de grande taille. C'est un résultat très important. Et donc, le challenge de la diversification des marchés et des produits passe par certains paramètres. Les petites sociétés ne pourront pas le faire, qu'elles soient ou non soutenues par une politique de sous-évaluation industrielle. Et donc, les résultats nous montrent que la taille peut être importante ici. Et donc, la sous-évaluation n'a pas d'impact sur les petites sociétés par rapport aux marges extensives. Donc, de plus, au contraire des exportations et des marges extensives, l'accès au crédit peut promouvoir les exportations. Donc, par rapport aux marges extensives, l'accès au crédit et au prêt est important. Et donc, le contrôle du développement financier ici, cela n'a pas d'impact sur le rôle de la sous-évaluation des taux de change. Donc, maintenant, on voit par rapport à la marge extensive, et la sous-évaluation reste très importante, quel que soit le degré de développement des économies financières. La sous-évaluation des taux de change devient contre-productif et un outil contre-productif par rapport à la marge extensive pour les produits. Pour les produits, en l'occurrence, il semble qu'une fois que l'on inclut ici le développement économique, en fait, le taux de change et son sous-évaluation n'est pas nécessaire. Et ces résultats, en fait, semblent nous montrer principalement que la marge intensive est beaucoup plus associée à des économies sous-développées. Et une fois que nous considérons les sociétés qui sont capables de diversifier et augmenter des marchés ou développer de nouveaux marchés ou de nouveaux produits, la sous-évaluation des taux de change réels sont importants de façon conditionnelle. Et font l'objet de la taille de la société, dépend de la société. Maintenant, les problématiques en matière de recherche du futur. Donc, qu'on doit peut-être prendre en considération davantage. La sous-évaluation des taux de change réels peuvent améliorer le développement et les conséquences de développement des faiblesses institutionnelles, telles que Rothschild l'a dit déjà dans ses études. Les taux de change et la sous-évaluation qui... en fait, il ne faut pas parler de sous-évaluation. Avec la dévaluation ou la faiblesse de la devise nominale qui est associée à une spirale inflationniste. Non, cela ne génère pas la sous-évaluation, cela ne produit pas de sous-évaluation, mais plutôt une crise inflationniste et une crise au niveau des taux de change. Et, généralement, cela est considéré dans des économies mal gérées ou plutôt des économies vulnérables ou qui font l'objet de conflits. Donc, en fait, la sous-évaluation ici des taux de change est beaucoup plus efficace. Pardon, la sous-évaluation des taux de change effectifs est plus efficace dans des économies vulnérables, des contextes vulnérables ou dans des économies ou des systèmes financiers moins développés ou les marchés moins développés, et doit passer par des mesures en matière de capacité institutionnelle, parce que tous les pays ne peuvent pas nécessairement gérer cette situation. Et c'est un point qui a été mis en exergue lors d'une discussion qui a été suggérée par Platic Plain, et j'aimerais également me tourner vers lui, car il va réaliser une étude là-dessus, afin de se pencher sur les conséquences sur les institutions. Vous avez besoin de certaines mesures au niveau des capacités institutionnelles. Donc les pays tels que la Chine et le Chili, en l'occurrence, qui
ont été derrière l'art de la sous-évaluation, plus particulièrement après la crise d'appréciation de 1981, et le développement a fondamentalement été basé sur des périodes d'ingénierie de la sous-évaluation des taux de change. Et en fait, voilà, ce pays est très capable au niveau institutionnel et au niveau de capacité économique et de sa gestion. Il y a également la problématique des économies politiques. La sous-évaluation des taux de change avec la croissance et la diversification à la clé, du moins pour certaines sociétés dans le processus de développement. Alors pourquoi pas tous les pays sous-développés utilisent cet outil dans leur politique stratégique? Certains experts ont dit que simplement les gens qui possèdent une grande communauté agricole ou industrielle, comme par exemple la Norvège ou le Chili, peuvent voilà, ne pas faire cela. Donc en fait, les économies vont par exemple contrer la sous-évaluation inflationniste, donc elles laissent les pays avec un grand niveau de compétitivité afin d'éviter la sous-évaluation à long terme. Voilà, par exemple, les pays de l'Asie du Sud-Ouest, en fait, voilà, la concurrence est sous gestion, en fait, et sous contrôle, et peuvent vraiment utiliser cette voie. Donc, in fine, si l'on réfléchit maintenant aux nouvelles économies numériques et la révolution technologique, etc., la sous-évaluation des RER peuvent représenter un grand fondamental dans un monde numérique qui est dominé par la valeur ajoutée et les changements de valeur ajoutée ou les changements climatiques. Donc peut-être que ce développement du RR et son rôle ici avec la marge extensive peut être limité à des grandes sociétés qui participent également à la chaîne de valeur totale. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ibrahim pour cette présentation très claire et très directe. Peut-être que Agnès... Merci de m'avoir invité et de m'avoir demandé de parler de cette présentation, de faire un commentaire. Ça me rappelle des périodes où je travaillais sur les taux de change et les politiques qui étaient associées dans la région NR. Et donc, en fait, j'étais présente lors des conférences URF au Caire. Donc, c'est très bien de se rappeler de cette période. Donc, je vais faire ma présentation en anglais, car elles sont assez techniques, et par conséquent, je pense que ce serait mieux, ça nous permettra de gagner du temps. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le plein écran, s'il vous plaît? Donc, comme Ibrahim vient de nous le dire, cette présentation se focalise sur des données concernant 4 pays entre 2003, 2006, 2008, enfin selon les pays, ça dépendra du pays, 2010 même, et se penche sur l'impact de la sous-évaluation du taux de change effectif de l'euro sur les marges intensives d'exportation. Et donc, en résumé, les résultats concernant les marges intensives, nous avons un impact positif de la sous-évaluation, et la sous-évaluation peut remplacer les mauvaises institutions. Je vais simplement parler du time to export, parce que le crédit peut avoir un problème en matière d'endogénéité. Et il existe également, en fait, le nombre de marchés est pris en considération également, avec l'impact positif de la sous-évaluation, mais simplement pour les sociétés de grande taille ou de taille moyenne, et un impact positif pour le time to export pour les petites sociétés. Pardon, impact négatif, excusez-moi. Non, impact positif en fait. Non, c'est l'impact positif du time to export, donc le temps d'exportation, pour les petites sociétés. Et le nombre de produits, pas d'impact de time to export. Et donc en fait, le premier commentaire que j'aimerais faire ici, c'est comment on peut interpréter le time to export. Pourquoi? Parce que selon les modèles d'échange, en fait, ça représente un coût fixe, et ici, ça semble être un coût variable, car ça apparaît plus dans les marges extensives plutôt que
intensive plutôt qu'extensive. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire ici, on ne parle pas de l'impact de la sous-évaluation sur le nombre de sociétés. Peut-être que les données ne nous permettent pas de faire cela, mais cela représente également un paramètre considérable au niveau de marge d'échange. Maintenant, la mesure en matière de sous-évaluation, vous avez la mesure de sous-évaluation ici pour deux pays, l'Égypte et la Jordanie. Et simplement, par curiosité, j'ai comparé cela avec une base de données récente qui a été produite par le SCP pour les deux pays. Et donc, voilà, c'est assez possible, ça ressemble. Les territoires possibles, c'est-à-dire la sous-évaluation. Oh, pardon. Upward, donc le territoire au-dessus, ici, c'est la sous-évaluation. Et il me semble que le profil ici est pratiquement le même pour l'Égypte, bien qu'il y ait des plus grandes variations que dans la présentation, mais c'est très différent côté Jordanie, car j'aimerais obtenir davantage de données ici, qu'est-ce qui a été vraiment intégré au modèle. Et pour le Koweït et le Yémen, c'est pratiquement la même chose pour le Yémen, c'est la partie orange à partir de 91, mais c'est très différent pour le Koweït. Et comme on sait que les exportations au Koweït sont pratiquement basées sur les exportations pétrolières, je me posais la question concernant les prix du pétrole. Voilà, ça c'est le prix du Brent en dollars. Et je me posais la question suivante. En fait, on voit ici une revue à la hausse, ici une tendance vers la hausse. Et cette tendance en matière de ces évaluations pour le Koweït, il y a une relation entre les deux. Le taux de change est calculé avec l'index des prix de consommation. Je me demande pour le Koweït, par exemple, est-ce que le RER ici, le taux de RER en se basant sur le CPI, est-ce que c'est un bon proxy? En fait, est-ce que ça peut nous donner des informations concernant la compétitivité pour chacun de ces pays? Bon, maintenant, je vais parler de la méthodologie économétrique. C'est voilà, l'équation qu'on a estimée. C'est comme on peut le voir, il y a des effets fixes pour les sociétés. Cela veut dire que vous expliquez ici les variations au niveau des exportations des sociétés, au niveau de la dimension des marchés et la dimension temporelle également. Et donc vous avez ici un nombre de commentaires ou questions que l'on peut mettre en avant. Je n'ai pas vu d'effet fixe ou temporel. Bon, je pense pour 2009, c'est le commerce international qui a connu un déclin. Je me demandais s'il y avait des impacts temporels. Et en fait, dans le tableau des données que vous nous avez montré, on peut voir une diminution des exportations au niveau de tous les pays en 2009. Je me posais également la question, alors le PIB par habitant est en dollars et les importations sont en dollars, donc en fait, ce n'était pas dit dans la slide. Donc voilà, bon, si le PIB est en volume alors que les exportations sont en dollars, alors évidemment, il y aura une sous-évaluation qui aura un impact positif sur la valeur des exportations en dollars. Alors, bon, peut-être que j'ai tort, j'ai certainement tort, mais j'étais surprise de voir le PIB par habitant et par population. Donc pourquoi est-ce que c'est exprimé ainsi? Donc il n'y a vraiment pas de variation temporelle ou de variable association au niveau des sociétés. Donc ça nous montre que les données sont assez limitées, mais si c'était le cas, alors ce serait bien d'avoir des contrôles au niveau de les sociétés. Je me posais la question, alors je me demandais pourquoi vous aviez étudié la sous-évaluation du RER et non pas des taux de change bilatéraux. Vous avez utilisé une seule dimension. Alors peut-être que vous aviez une bonne raison pour procéder ainsi, mais je serais très curieuse d'obtenir la réponse. Voilà, les frais de douane. Puisque vous vous intéressez plus particulièrement à ce qui se passe dans les pays, bon, c'est peut-être pas très utile d'avoir le GD ou les pays de destination à un certain moment dans le temps. Vous avez également des effets fixes qui pourraient peut-être capturer les variations, les variantes de façon plus efficace. Les marges extensives, je n'étais pas sûr si le nombre de destinations au niveau des sociétés, pour les destinations particulières à un certain temps T, ça peut être 0, très souvent d'ailleurs. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette situation? Est-ce que c'est une estimation? Bon, dans la présentation, bon, on a des résultats qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que vous utilisez la méthodologie PPML? Et donc, in fine, voilà, c'est peut-être moins technique ici.
Alors, je ne suis pas sûr, de nouveau, aussi, concernant voilà, les amplitudes. Bon, je n'étais pas sûr si c'était en pourcentage, si certains chiffres étaient voilà, exprimés en pourcentage ou pas. Donc, peut-être que j'avais tort. Donc, j'ai essayé de me focaliser sur le modèle numéro 1, sans crédit, marge excessive, 10% pour toutes les sociétés, 10% de sous-évaluation va nous donner lieu à 0,16% d'exportation supplémentaire, ou 0,17% concernant la marge extensive. Et si vous avez une sous-évaluation de 50%, ça atteint 0,4%. Donc on voit une non-linéarité à ce niveau-là. Pour les petites sociétés, nous voyons ici une non-linéarité. Ceci étant dit, c'est une non-linéarité, pas linéarité. Donc est-ce que c'est pas monotonique? Je ne connais pas le point tonique, mais ça doit être très élevé. Et je me posais la question ici, en matière de conclusion politique ici, il semble que voilà, les amplitudes ici, si elles sont correctes, si elles sont justes, sont assez limitées, sont assez petites. 10% de sous-évaluation, ça représente beaucoup par rapport au pouvoir d'achat et de demande interne en matière de politique. Ici, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment bien et c'est une bonne idée? Est-ce que le gouvernement qui sous-évalue les devises peut-être avoir davantage d'exportation et un grand impact sur le pouvoir d'achat? Donc, in fine, l'impact sur les institutions. Donc, j'ai fait un calcul ici avec 10% de jours supplémentaires affectés aux exportations, moins 5,7% sur les exportations pour toutes les sociétés. Et voilà, c'est très très sensible ici. Je me demandais si la sous-évaluation pouvait vraiment remplacer les institutions faibles. Merci beaucoup. Ibrahim va vous donner suffisamment de temps pour répondre aux questions à la fin des 3 présentations. Merci Patrick. Merci beaucoup Vincent. Et je suis désolé Ibrahim, mais je vais prendre de la distance avec votre présentation simplement pour vous dire ce que je pense de la politique de taux de change dans les pays à faible revenu. Et nous allons démarrer ici. Bon, je vais tout d'abord commencer. Oui, je vais passer au français, c'est mieux. Je vais commencer effectivement par rappeler ce qui peut apparaître à mains égards comme étant la politique vertueuse telle que nous l'avons définie depuis la fin des années 70 avec beaucoup de papiers, notamment Kruger, Bhagwati, Balassa, en particulier à la Banque mondiale. L'exportation est indispensable pour développer la croissance économique et l'exportation est un instrument tout à fait efficace pour soutenir des gains de productivité. Dans les années 70 déjà, la dimension du taux de change, j'évoquais tout à l'heure Bhagwati et Kruger, elle est très présente dans leur ouvrage de 78, mais naturellement il y a eu une réactualisation des savoirs sur la question, en particulier à travers ce papier très influent de Danny Roderick de 2008 dans Brookings Papers on Economic Activity. Alors, ce que l'on a considéré pendant très longtemps, c'est que les exportations étaient J'ai fait ma présentation en anglais sous forme PowerPoint, et donc je reste sur le français pour la commenter, que les exportations étaient un moteur évident pour la croissance économique. Et d'une certaine manière, on a considéré à cette époque, fin des années 70, début des années 80, que cette relation était une relation de causalité. On ne s'est pas posé la question si c'était seulement une corrélation ou une relation de causalité. Puis, dans les années ultérieures, fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une vague considérable de papiers publiés sur le rôle des exportations, mais en mettant en évidence le problème de la causalité, le self-selection problem et également le learning by doing. Et puis donc très récemment, j'évoquais tout à l'heure le papier de Danny Roderick et bien d'autres, et d'une certaine manière celui de Guzman, Ocampo, Stiglitz, mais aussi la présentation que vient de faire Ibrahim El-Badawi s'inscrit tout à fait dans cette ligne où le taux de change effectif réel est tout à fait important, un instrument décisif pour augmenter l'exportation et donc soutenir la croissance économique à long terme.
Alors la référence, naturellement, c'est une référence qui est obligée, qui passe par le Japon, qui passe par les tigres, qui passe par les dragons, qui passe par la Chine, qui sont des pays qui peut-être au tout début de leur développement étaient sous-développés, qui étaient au niveau des low-income countries, very low-income countries, mais qui sont très rapidement devenus des pays à revenus intermédiaires. Alors, en regardant l'effet de cette politique de change sur ces pays, notamment les pays asiatiques, principalement les pays asiatiques en référence, que dit Dani Rodríguez, ça a été rappelé tout à l'heure aussi bien par José Antonio que par Ibrahim. La politique de change active est très importante parce que dans un univers où les institutions sont faibles, le secteur des biens non échangeables, le secteur des biens domestiques n'est pas pénalisé par la politique de change puisque, au fond, on peut répercuter les surcoûts, les coûts de transaction sur le prix des biens non échangeables, tandis qu'il pénalise très fortement le secteur des échangeables, puisque le prix est exogène, le prix est fixé sur le marché international, de sorte qu'on est tenu à une obligation de compétitivité interne dans la production, qui fait que si on a des institutions qui sont faibles, on n'est pas en capacité de soutenir la concurrence internationale sur les marchés extérieurs. Donc on retrouve ça chez Rodríguez, bien sûr, et comme je le disais à l'instant, c'est très présent dans le papier de World Development dont José Antonio nous a fait une présentation tout à l'heure de la substance, mais également chez Ibrahim El-Badawi à travers ce qu'il a présenté à l'instant. Donc le problème naturellement qui est sous-jacent à cette littérature, pour moi, c'est que la référence, les pays de référence sont des pays qui sont d'une certaine manière assez atypiques. Ce sont des pays où on a effectivement une success story de la politique de change, mais on a une success story à travers des pays qui étaient déjà dotés d'institutions qui étaient remarquables et qui étaient souvent dotés également d'un partenariat public-privé qui était très intense et qui permettait, à travers la politique de change, de trouver le relais vers la croissance économique et le développement à long terme. Alors je prends ici un exemple très particulier, j'en reste à un pays qui n'est pas un pays en voie de développement, mais qu'il a été sous l'ère Meiji 1868 et qu'il a été d'une certaine manière à travers la phase de reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'exemple du Japon qui est très intéressant entre les relations très serrées entre le ministère de l'Industrie, le MITI, et les représentants des entreprises japonaises, du patronat, le Keindaren. Alors toute la question, bien sûr, est de savoir quelle est la réplicabilité que l'on peut avoir de cette expérience réussie dans les pays asiatiques vers les pays à faible revenu, et notamment les pays africains, mais pas seulement. Et donc là, je dirais qu'il y a un peu d'ambiguïté pour moi, et il y a quasiment une relation, une ambiguïté, on peut dire aussi d'une certaine manière de l'endogénéité, un peu de relation tautologique que je retrouve par exemple dans le papier de World Development de José Antonio. Vous voyez la dernière phrase, on souligne naturellement que le taux de change, la politique du crédit peut être efficace, mais à condition que l'économie politique ne soit pas trop importante elle-même, sans quoi on n'aurait pas l'efficacité dans la politique de distribution du crédit. Et on peut dire exactement la même chose sur la politique de change. Chez Rodríguez, on considère que la politique de change va être efficace et se substituer à des institutions qui sont relativement faibles pour réduire les coûts de transaction et favoriser le développement de la diversification et du secteur des biens échangeables. Mais naturellement, la question se pose de savoir, quand il y a de l'économie politique, est-ce qu'il est possible par une politique de change de soutenir durablement le développement du secteur des biens échangeables? Alors, quelques hypothèses de travail, je crois, qui ont déjà été déflorées assez largement, y compris par Agnès dans ses derniers mots d'intervention. Je crois qu'il est intéressant de prendre en compte dans la relation taux de change et croissance économique le rôle non linéaire des institutions. Les institutions peuvent être fonctionnelles et efficaces dans des niveaux de développement élevés. Elles ne le sont pas forcément dans des pays à faible revenu, ne permettent pas nécessairement de soutenir des politiques de change très actives. Et la deuxième chose qui, je crois, est intéressante, qui a été en partie également évoquée à travers ce que disait dans le discours d'ouverture Patrick Guillaumont tout à l'heure, la relation entre taux de change et conflit,
il faut également regarder les questions qui sont de l'ordre de la causalité entre les institutions et les politiques de change. La politique de change pouvant entraîner des dégradations d'institutions, des conflits, mais également les institutions pouvant générer, le cas échéant, un effet sur la politique de change. Et quand on regarde certains pays, tous ne sont pas à faible revenu, vous le voyez ici, mais vous en avez un panel où vous avez par exemple la République démocratique du Congo. Je crois que vous pouvez avoir toutes les politiques de change que vous voulez en République démocratique du Congo. Le socle institutionnel est tel que ce n'est pas pour autant que vous aurez une politique très favorable à la promotion de la croissance économique. Alors, pour terminer, j'aimerais regarder sur l'ensemble du continent africain la relation qu'il y a entre les mésalignements qui sont mesurés ici par rapport au principe de parité des pouvoirs d'achat, et je pense que Ibrahim Al-Badawi utilise plutôt les mésalignements déterminés à partir de Bilateral Equilibrium Exchange Rate. C'est la raison pour laquelle il n'utilise probablement pas les mésalignements bilatéraux entre les pays dans son modèle de gravité. Vous avez donc les mésalignements qui sont donnés en pourcentage. Ce sont des mésalignements sur très longue période puisqu'ils sont établis sur la période 1995-2016. Et ces mésalignements en tendance, sur une période très longue, on va les croiser avec les tendances de part de marché sur les produits primaires d'une part, hors produits de rente, et sur les produits manufacturés, et ceci pour l'ensemble des économies africaines. Vous voyez que la relation qui est attendue, c'est la relation qui nous amène à avoir une relation négative. Les parts de marché augmentent avec, naturellement, enfin, sont en relation négative avec les mésalignements. Alors, que nous disent les chiffres maintenant? Que nous disent les données de longue période, encore une fois? Alors, ces données de longue période, vous voyez qu'elles produisent effectivement des relations qui sont négatives, mais qui ne sont jamais statistiquement significatives. Et vous voyez qu'au niveau de l'ensemble des pays africains, vous avez une dispersion qui est extraordinaire dans tous les cadrans de ce système d'axes, aussi bien pour les produits primaires que pour les produits de caractère manufacturé. Donc nous avons bien la tendance que l'on veut sur l'Afrique, mais elle n'est pas statistiquement significative. Alors c'est un travail naturellement qui est simplissime, c'est une corrélation simple et en aucun cas une relation de causalité. Et par ailleurs, plutôt que de prendre des trends de très longue période, il s'agirait probablement de regarder avec plus d'intelligence les épisodes de sous-évaluation ou de surévaluation et de les croiser aux parts de marché. Mais en première analyse, ces corrélations ne génèrent pas nécessairement quelque chose de très conclusif sur l'ensemble de l'Afrique quant à l'efficacité des politiques de change. Alors, si je regarde maintenant les parts de marché sur les produits manufacturés, si je regarde plus particulièrement ce qui se passe sur les produits manufacturés, oui, excusez-moi, le précédent slide, c'est dans un contexte où on fait l'hypothèse que la corrélation est linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de rupture en fonction des sous-évaluations ou surévaluations. Les autres slides ici mettent en corrélation les parts de marché et les mésalignements selon qu'il y a sous-évaluation tendancielle en longue période ou surévaluation en longue période. Donc on discrimine d'une certaine manière les cadrans de droite des cadrans de gauche par rapport à l'axe, par rapport à zéro. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'effectivement, on a une pente qui est un petit peu plus accentuée pour les pays qui sont en mésalignement sous-évaluation pour les produits primaires. La pente est un peu plus raide, le coefficient n'est pas statistiquement significatif. Il le devient néanmoins pour les produits manufacturés, pour les pays qui ont été en sous-évaluation structurelle, on va dire. Mais ce que l'on peut observer, qui est un peu en relation avec ce qu'évoquait tout à l'heure Agnès Benassi-Kéré, c'est que
on a au fond des sous-évaluations qui doivent être relativement importantes pour quelques pays qui sont cerclés ici. Vous avez la Tunisie, le Cap-Vert, le Maroc et les Seychelles. Pour ces pays-là, vous avez une dépréciation réelle du taux de change tendanciellement de 2% par an pour des gains de part de marché sur les produits manufacturés qui sont relativement faibles. Et donc ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Agnès, à savoir que la perte de pouvoir d'achat risque d'être extraordinairement importante quand on veut faire une correction de taux de change par rapport à des gains en termes de part de marché à l'exportation. On est sur des parts de marché, on n'est pas sur l'exportation, mais des gains en termes de part de marché qui risquent d'être relativement limités. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est directement la parole à Cyril. Bonjour. Mes remarques s'inscriront dans la suite de celle de Patrick à l'instant, car je m'interroge de façon générale sur la réplicabilité aux pays à faible revenu, alors en prenant les choses de façon un peu scolaire, mais en prenant les pays à faible revenu d'aujourd'hui. Les pays à faible revenu aujourd'hui, donc les pays dont le revenu par habitant est inférieur à 1 000 $ par an, ça représente 34 pays, qui sont un ensemble de pays évidemment hétérogènes, mais dont on peut tirer quelques caractéristiques. 80% sont en Afrique, les autres sont des pays, enfin il y a Haïti, des pays en guerre et quelques pays enclavés d'Asie. Et c'est donc un ensemble qui, par rapport à la situation telle que la Banque mondiale pouvait l'observer dans les 60-70, porte sur un nombre plus restreint de pays et avec un nombre de caractéristiques communes. Ces caractéristiques, il y en a une par exemple qui est flagrante, c'est que près de la moitié de ces pays sont enclavés. Si on regarde la population de ces pays, c'est plus de 60% de la population des pays à faible revenu qui se trouvent dans des pays enclavés. Donc un critère important, c'est la difficulté d'accès au marché. Par ailleurs, si on regarde la carte des pays, la carte du monde avec les pays à faible revenu, on voit finalement que ça correspond assez largement, c'est assez largement corrélé avec la difficulté d'accès aux grands marchés de demande mondiaux. Donc un critère important et dès lors une question qui se pose pour moi, qui est le lien avec les politiques de change doit aussi tenir compte de ça, c'est-à-dire comment les politiques de change peuvent-elles aussi aider à lutter contre certains de ces facteurs qui sont des facteurs d'ordre structurel, y compris géographiques. Et notamment l'enjeu de connectivité, donc des développements des infrastructures qui doivent permettre cette connectivité au marché. Un autre facteur important, c'est ce qu'on constate dans les pays à faible revenu, c'est une très forte démographie. Aujourd'hui, c'est 700 millions de personnes qui sont dans les pays à faible revenu, 1 milliard en 2030. Autre point, le problème des capacités institutionnelles qui a déjà été évoqué, les besoins de développement du capital humain, d'accès aux technologies, et puis la relativement faible taille des marchés. Ce qui pose une question qui est celle justement pour développer l'accès et sinon développer l'accès aux grands pôles mondiaux, aussi développer des marchés de taille suffisante, toutes les questions autour de l'intégration régionale, de la création de zones de libre-échange et le rôle que peut jouer la politique de change, y compris via les unions monétaires, dans ce cadre. Donc ma question sur ce premier point porte sur le lien entre les politiques de change et ces facteurs un peu structurels qui sont les facteurs qui s'appliquent aux pays à faible revenu d'aujourd'hui. Deuxième caractéristique des pays à faible revenu d'aujourd'hui, c'est leur forte vulnérabilité aux chocs externes. Bien évidemment, mais ce n'est pas limité aux pays à faible revenu, la vulnérabilité au supercycle des matières premières, aux chocs sur les prix des matières premières, mais aussi pour une grande part d'entre eux,
la vulnérabilité au choc sécuritaire, beaucoup de situations post-conflit, beaucoup de situations d'exposition à des menaces de sécurité régionales parmi ces pays, puisqu'on compte dans les pays à faible revenu les pays du Sahel, les pays de la zone du Grand Lac, les pays de la Corne de l'Afrique, et hors d'Afrique, ce sont tous des pays qui sont confrontés à des défis en termes de sécurité. Ce sont par ailleurs les pays qui sont les plus exposés au choc climatique, avec là aussi cette question qu'évoquait Patrick en introduction de la pertinence ou pas de la politique de change vis-à-vis de ces chocs-là, dans la mesure où l'horizon de ces chocs et l'effet durable ou transitoire de certains de ces effets doit être apprécié. Et puis vulnérabilité financière liée à la structure de leur financement. Et c'est mon troisième point, les caractéristiques des pays à faible revenu en termes de financement. On pense évidemment naturellement à la dépendance ou au rôle que peut jouer l'aide, l'appui des bailleurs internationaux pour ces pays, qui est réel, mais qui n'est pas limité aux pays à faible revenu. Il y a également une plus grande dépendance au transfert des migrants dans le financement des pays. Et puis, du fait du faible développement des marchés financiers locaux, une dépendance plus générale au financement externe, et en particulier cette exposition à des flux très procycliques en fonction de l'évolution du cycle des matières premières, et donc un accès très aisé, ou très aisé, c'est une exagération, mais un accès possible aux marchés financiers privés en haut de cycle, et puis un effondrement, une fermeture en bas de cycle. Donc, ce troisième élément important, comment les politiques de change doivent-elles prendre en compte dans les pays à faible revenu le défi que pose leur financement, et comment impacte-t-elle et peuvent-elles favoriser ou nuire à ces différents canaux de financement. Dans tous les cas, je n'ai que des questions, je ne suis pas académique, mais je serai intéressé par les réponses d'Ibrahim et du panel. Donc voilà pour ce que je vois comme les défis qui peuvent être liés au fait qu'on parle ici de pays à faible revenu. Un autre point important qui est que le développement de long terme de ces pays, on le pense aujourd'hui, et aujourd'hui on est engagé également dans des transitions. Dans la transition numérique qu'Ibrahim évoquait, et donc avec l'interrogation sur tout ce que cette transition veut dire pour les politiques de change, tout ce que l'impact de cette transition veut dire sur la productivité, comment la productivité de demain, ce qu'est le secteur des biens échangeables et comment ce secteur va évoluer dans le cadre de la transition numérique. Et puis la deuxième transition qui est la transition climatique, transition énergétique, qui sera l'occasion d'une table ronde dédiée, mais qui pour moi est quand même un élément essentiel à prendre en compte lorsqu'on regarde cette question de croissance de long terme des pays à faible revenu, parce qu'il s'agit que cette croissance de long terme elle soit durable et résiliente. Et pour qu'elle soit durable et résiliente, il faut donc que cette croissance elle se fasse sur la base d'investissements qui intègrent ce temps long, et donc d'investissement dont le taux de rendement ou le taux d'actualisation peut être nettement inférieur à celui qui prévalait lorsque, par exemple, les pays asiatiques ont mis en place leur développement et étaient capables de développer des infrastructures avec des taux d'actualisation beaucoup plus élevés donc des taux de rendement également beaucoup plus élevés. Donc voilà mes quelques observations et les quelques questions pour Ibrahim. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Donc les éléments du débat sont posés, hein, que ce soit de l'importance et du rôle du socle institutionnel, le trade-off entre pouvoir d'achat et gain de part de marché à l'export, et pas mal d'autres questions. Ibrahim, je vous propose de choisir quelques éléments sur lesquels vous souhaiteriez réagir, sans pouvoir, j'imagine, les traiter tous, d'autant qu'il faudrait qu'on laisse l'opportunité à la salle de poser des questions. Donc je vous donne la parole pour choisir quelques points, et ensuite je passerai la parole à la salle.
Thank you, Mr. Chairman. First of all, I think these points are very well taken, including the technical points, but I just wanted to say that the econometrics is evolving, obviously, but I do think that the results I have here, the threshold are quite reasonable. I think below 20%. En dessous de 20%, c'est le point de bascule. On pourra en parler, mais en tout cas, c'est là quelque chose qui est en évolution. Donc, certains points qui sont très intéressants, y compris le zéro. Je ne sais pas si on enlève le zéro ou si on fait. The firm characteristics, unfortunately, we have shown here the bank did very well by actually la banque doing this data. A fourni ces données, les données douanières qui permettent d'avoir la distinction entre l'intensif et pas, mais on n'a pas tenu compte des caractéristiques des entreprises. Donc ça manquait. Je pense que le débat sur le bilatéral par rapport au multilatéral est un gros débat. Une grosse question, mais il me semble en tout cas que la majorité des personnes qui discutent de cela préfèrent le multilatéral. Vous n'êtes pas en concurrence, vous êtes en concurrence avec les tiers également. C'est pour ça que le multilatéral est beaucoup plus pertinent. Les points de Patrick sont tout à fait pertinents aussi, et je pense que pour les institutions, elles sont des phénomènes qui bougent très lentement. Probablement les institutions vont influencer les taux de change, mais dans le sens contraire, c'est très difficile à prévoir. Un régime de taux de change pouvant influencer de façon forte les institutions, il ne faut pas trop y croire de cela. C'est beaucoup plus difficile par rapport à d'autres facteurs, comme les conflits, l'instabilité politique, etc. Je pense quand même que de toute évidence, ces discussions sur le seuil minimum d'une institution qui est nécessaire pour avoir en réalité une politique de change efficace, si ça doit être une politique industrielle, c'est essentiel. L'expérience suggère clairement pour les pays à faible revenu qui n'ont pas une productivité très élevée ni beaucoup de connaissances, les taux de change sous-évalués ont été efficaces, peut-être temporairement, mais si on prend l'exemple du Chili, qui est un exemple passionnant d'ailleurs, à la suite de la crise de 1981, ils ont décidé qu'ils ne pas permettre plus de 5% de rentrée de capitaux. Donc, ça pouvait être que donc les personnes comme John Williamson estiment que c'était le tournant pour le Chili. Et peut-être ils n'auraient pas été capables d'avoir les règles fiscales et le ciblage de l'inflation s'ils n'étaient pas par cette phase où ils avaient réussi à faire en sorte que leur économie soit concurrentielle, compétitive dans un sens dynamique. Je pense que le taux de change comme instrument de promotion des exports, j'y crois plus que ce qui a été discuté ici, ce qui a été proposé ici. Voilà, je m'en arrête là. Nous avons le temps pour quelques questions. Donc, si vous pouvez vous présenter au préalable et essayer de garder votre question assez courte, ce qui permettra d'en prendre plusieurs. Oui, ici. Alors, vous avez un micro normalement qui est dans votre fauteuil. Oui, merci pour vos différentes interventions. J'aurais en fait deux questions. Je veux savoir, dans le cadre des politiques protectionnistes qui sont en cours actuellement dans l'économie mondiale, où se situe
où se situent les politiques de change et leur impact sur le développement durable dans les pays à faible revenu. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question qui s'adresse à M. Rousseau en particulier, étant donné qu'il est administrateur à la BCAO. Je voudrais savoir quel est l'impact de la politique monétaire liée à la zone du franc CFA avec les conséquences positives ou négatives sur le développement durable dans les pays à faible revenu. Donc peut-être pour laisser le temps à Cyril, à Agnès sur la première question. Je vais répondre sur la première partie de la question parce que j'ai travaillé là-dessus. L'impact des mesures protectionnistes sur le commerce et puis l'impact du taux de change. Alors, tous les modèles macroéconomiques font l'hypothèse de la fameuse symétrie de Lerner, comme quoi c'est équivalent. Et en fait, quand on fait l'économétrie, alors pas sur des données de firmes, mais sur quand même des données commerce mondial à un niveau extrêmement fin, on trouve que ce n'est pas du tout équivalent. Et donc, les protections douanières ont 3 fois plus d'impact que le taux de change. Donc, si vous êtes face à un pays qui remonte, disons, de 10 points de pourcentage ses droits de douane, pour compenser ça, en termes de compétitivité d'export vers ce pays, il ne faut pas d'évaluer de 10%, mais de 30%. Donc, on voit, et ça, voilà, toutes les interventions allaient un peu dans le même sens, qui est que eh bien, les barrières institutionnelles ou protectionnistes à l'échange sont bien plus fortes que ce qu'on peut compenser avec un taux de change. Et ça m'amène d'ailleurs, si je peux dire juste un petit mot sur l'enclavement, parce que c'est un peu équivalent à mettre des barrières douanières. Et donc on voit qu'on ne peut pas compenser juste avec le taux de change. C'est des montants qui sont beaucoup trop importants. Et donc enfin, je pense qu'il y a des gens ici beaucoup plus compétents que moi sur ces sujets-là, mais ça oriente plutôt avec des stratégies qui ne sont pas de se mettre dans une chaîne de valeur internationale, mais plutôt aller plutôt dans la direction de vendre des produits finis et des services. Puisque là, on peut espérer avoir des barrières aux échanges plus faibles. Donc, voilà, je voulais juste faire cette remarque. Il me semble quand même que les institutions, l'enclavement, les barrières douanières, c'est quelque chose de beaucoup plus, malheureusement, fort. Et c'est difficile juste avec une politique de change de surmonter ça. Oui, et je rebondis sur ce point de l'enclavement. Il y a un arbitrage entre vouloir développer un modèle qui nécessite des infrastructures considérables, les coûts associés, et pour ce modèle tourné vers l'export, et puis les alternatives services et développement du marché domestique qui ne présentent pas les mêmes risques financiers. Alors maintenant, pour répondre à la question sur finalement la zone franc et la politique monétaire ou la politique de change en zone franc, quel impact sur la croissance de long terme des pays. La politique de change, elle est constante depuis la dévaluation, donc c'est échange fixe et lié au franc puis à l'euro. En termes de politique monétaire, il y a une politique monétaire par ailleurs, puisqu'il y a des taux d'intérêt qui sont fixés par les différentes banques centrales, et donc il y a une gestion de la politique monétaire. Si je m'en tiens, je pense que votre question visait la question du taux de change, donc le fait que la zone franc soit en change fixe depuis la dévaluation par rapport à l'euro, quel impact cela a-t-il eu sur la croissance de long terme? L'impact que ça a eu, c'est un impact en termes de stabilité, niveau d'inflation extrêmement réduit. En termes de croissance, les comparaisons, on peut comparer les différentes zones, les pays d'Afrique subsaharienne en zone franc et hors zone franc. Au total, en termes de croissance, les moyennes sont à peu près équivalentes. On a une grande hétérogénéité dans des situations, à la fois dans les pays de la zone franc et dans les autres pays. En période récente, en Afrique de l'Ouest, on a une zone dont la croissance s'établit à des niveaux supérieurs à la moyenne de l'Afrique subsaharienne et qui aujourd'hui bénéficie de la stabilité et de la facilité que la garantie de convertibilité accorde pour se financer, y compris sur les marchés internationaux. Pour vous donner un exemple, le Sénégal a pu émettre des obligations sur les marchés internationaux à 4%, ce qui était le taux auquel la France empruntait il y a 10 ans, sans garantie aucune, simplement grâce
au système de l'UMOA. Dans la CEMAC, la situation est celle d'une zone qui est très exposée sur le cours des hydrocarbures et donc qui est en cours d'ajustement, et sa situation se rapproche de celle des autres pays qui ont été confrontés à ce choc. Et donc, je dirais, l'effet sur la croissance de long terme dépend réellement de la façon dont les atouts et les limitations de cette politique de change sont utilisés ou s'accordent avec les politiques économiques des pays membres. On a le temps encore de prendre une ou deux questions et après on ira déjeuner. Oui, là-bas. Et monsieur après. Ouais. Oui. Donc, monsieur là-bas, là, vous pouvez poser la question et monsieur ensuite posera la sienne. Oui. Donc j'aurais deux questions, et pardonnez-moi l'anglicisme, mais j'aurais voulu poser, c'est un peu lié à la question précédente, quel est le degré de bigger than neighbor ici? Dans quelle mesure est-ce que les parts de marché qui sont acquises grâce à une dévaluation ne se font pas au coût, au prix de voir celles de pays en développement concurrents pour les 10 marchés, qui je suppose sont ceux des pays avancés? Et donc, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de faire un effet de transvasement et que, oui, effectivement, alors, si ce n'est pas ça, est-ce que c'est est-ce qu'on parle d'exportation sud-sud? J'aimerais bien qu'on cadre un petit peu d'où est-ce qu'on pense pouvoir gagner ces dites parts de marché, quand bien même le jeu en vaudrait-il la chandelle. Et la deuxième, c'est que je voudrais quand même poser la question de pointer du doigt le résultat économétrique qui nous dit que le nombre de produits semble être insensible à la dévalorisation du taux de change, ce qui semble suggérer que dans une économie en développement où finalement le problème c'est la disponibilité d'un secteur privé compétitif, ça ne va pas, une dévaluation n'aura pas d'impact sur le structurel, ça ne va pas apporter un changement structurel. Or, si je reprends la session précédente, c'est ça qu'on essaie d'obtenir, c'est d'utiliser la panoplie des outils de la politique économique pour engendrer des changements structurels. Or, si ça n'a pas d'impact sur le nombre de produits, c'est juste un effet de demande. Il n'y aura pas de montée en gamme dans la chaîne de valeur. Ou alors, expliquez-moi, s'il vous plaît, ce que je n'ai pas compris. Merci. Merci, monsieur. Je voudrais, malgré l'intervention du professeur Guillaume, faire inviter la zone franc à ce débat, puisqu'il y a eu déjà une question qui a été posée. Bon, on nous a dit, si j'ai bien compris, que la surévaluation, la sous-évaluation a un impact favorable sur la croissance à long terme. Or, les études empiriques montrent aujourd'hui que la monnaie CFA est surévaluée. Ça diminue la compétitivité globale et même sectorielle du pays. Alors, ma question est simple. La surévaluation de cette franc CFA est-elle favorable à une croissance, disons, à long terme? Voilà, parce que quand on regarde les deux zones, vous avez dit que la différence est fondamentale entre la zone CEMAC et la zone UMOA. Moi, je fais partie de la zone CEMAC puisque je suis le président de la commission monétaire de l'Afrique centrale. Et nous avons effectivement un grand souci parce qu'il y a on est trop dépendant, sauf un pays, on est trop dépendant du pétrole. Or, en cas de coup de grisou, comme on l'a eu, le dollar qui est passé de $100 le baril à $40 le baril, nous avons eu vraiment un gros problème. On est obligé d'aller au Fonds monétaire pour nous ajuster. Et 4 pays sur 6 sont aujourd'hui en programme. Alors, maintenant, la monnaie est surévaluée. Je crois que d'après ce que je sais, est-ce que ce n'est pas un handicap pour une croissance à long terme? Voilà ma question. Je vous remercie. Oui. Merci. Ma question peut peut-être s'assimiler un peu à celle du président. Les discussions ont montré en gros que
la politique de change a un impact très limité sur les politiques de croissance à long terme, sur les politiques industrielles. Le professeur Benassi Kéré a bien montré comment, pour compenser des politiques de protectionnisme, il fallait des variations très très importantes de taux de change. Alors ma question c'est, est-ce que vraiment le débat sur le taux de change est pertinent dans le cadre des politiques de développement à long terme? Je crois qu'une des grandes leçons, c'est que ce n'est pas la question pertinente de savoir en gros quel est le régime de change. Les régimes de change et politiques de change, ce sont plutôt des questions d'ajustement au choc, d'ajustement peut-être contracyclique à court terme, au choc. Mais pour se développer à long terme, la question fondamentale pour des pays comme les pays de la zone franc ou les pays en développement en général, ce n'est pas les politiques de change, ce sont les politiques structurelles, les politiques industrielles. Voilà, je pense que une des grandes leçons que j'ai retenues ce matin, c'est celle-là, et je voudrais avoir, bien sûr, l'avis des panélistes sur cette question. Merci. Je vous remercie. Je voulais juste ajouter un complément. Bon, parce que nous sommes dans de l'UEMOA. Nous avons une monnaie unique pour 8 pays. Nous avons la chance, ou plutôt contrairement à la CEMAC, nous, le taux de change n'est pas encore surévalué. J'allais dire qu'après une dévaluation en 1994, c'est pour compléter la question, nous sommes restés, puisque la dévaluation était forte, à un niveau de sous-évaluation du taux de change effectif réel par rapport à son niveau d'équilibre pendant longtemps. Et nous n'avons pas vu, sur les premières périodes, ce que nous en attendions. Ça veut dire, est-ce que la dévaluation, le fait qu'on soit un taux de change effectif réel d'une manière très très sous-évaluée, devrait nous permettre d'avoir des parts de marché importantes. Dans un premier temps, nous ne l'avons pas constaté. Peut-être il y a beaucoup de raisons. Il y avait des pays qui étaient en crise, mais nous pensons qu'il y a surtout les institutions. Parce que le taux de change, c'est juste l'instrument qui permet d'avoir une unité de positionnement. Mais après, derrière, on a parlé de financement. Donc, il faut des institutions de financement qui vont relayer la politique monétaire qui va accompagner ce taux d'échange qu'on met en place. Il faut qu'au niveau des pays, il y ait des politiques structurées qui permettent effectivement d'avoir ce financement qui va avoir un impact qui va se traduire au niveau de l'économie. Nous avons attendu 2011-2012. Depuis 2012, nous avons moins de conflits dans notre zone et nous avons un taux de croissance de 6,5% en moyenne, chaque année. Donc 2 fois plus que la performance de l'Afrique, 2 fois plus que la performance du monde. Ce n'est pas venu effectivement de nulle part parce que les États actuellement ont mis des politiques en place dans la plupart des pays qui sont soutenus par l'ensemble des partenaires extérieurs. Donc déjà, la politique monétaire peut se traduire par un impact réel qui se voit. Donc, les résultats sont là. On peut en ce moment dire, est-ce que le taux d'échange, comme il a souligné, en lui seul peut constituer une politique? Pour nous, non. Mais nous allons écouter les experts. Merci beaucoup. Donc là, on a une batterie effectivement d'éléments intéressants additionnels. Ce que je vous propose, c'est pour clore cette session, c'est de passer la parole à chacun des panélistes, que vous puissiez, à l'aune des différents éléments qui viennent d'être mis sur la table, que vous puissiez réagir. Donc on a pas mal de sujets. Vous avez la liberté de choisir celui ou celle sur lequel vous voulez insister. Maybe Ibrahim, can you begin? Okay, I would like just to point out that a very important role of the real exchange rate du taux de change. Je voulais dire que c'était pas...
nécessairement. En fait, le rôle du taux de change ici, en tant qu'un prix de signal pour le transfert de ressources et les facteurs de production dans l'économie intérieure. Et dans les situations où le taux de change peut être surévalué, cela pourrait promouvoir trop de transfert de ressources vers des activités non échangeables. Et cela pourrait ne pas contribuer au développement ou à la transformation structurelle. Et je pense que lorsque nous réfléchissons aux politiques d'échange, elles sont très importantes et fondamentales. Et elles peuvent avoir une influence sur l'équilibre des taux de change, mais peuvent s'avérer être non efficaces dans le transfert des ressources ici. Et je pense que ça représente un rôle très important ici. Et donc, les gouvernements dans beaucoup de nos pays dépensent beaucoup d'argent, une grande part du budget sur la consommation et promouvoir l'appréciation des taux de change et va à l'encontre de la croissance des exportations et de la transformation structurelle. Et le taux de change réel ici représente quelque chose de très important dans ce contexte. Il me semble que le point que je voulais mentionner également et peut-être qui... en fait, j'aimerais dire que peut-être... la régression économique ou métronomique, je n'ai pas compris le mot, eh bien, on ne peut pas vraiment apprécier ici le rôle du taux de change par ce prisme. Peut-être un cadre dynamique, oui, un cadre dynamique devrait être mis en place ici. Le SGE, par exemple, où nous pouvons faire un suivi du rôle du taux de change dans la durée et l'impact que cela peut avoir au début. Bon, par exemple, si nous parlons des produits, par exemple, comme problématique, la sous-évaluation des taux de change peut être contre-productif, mais ça ne veut pas dire que la surévaluation des taux de change est utile. Peut-être que l'économie a atteint un niveau de développement, peut-être qu'il faut rester près de l'équilibre. Après la restructuration de l'économie par le biais de sous-évaluation des taux de change pendant un certain temps. Ensuite, il est important que le taux de change soit à l'équilibre. Peut-être c'est quelque chose que l'on pourrait prendre en considération. Merci. Alors peut-être sur les deux dernières questions, est-ce que la politique de change finalement est pertinente? Donc, bon, Patrick a parlé des complémentarités entre les institutions et la politique de change, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc là, on a des résultats, nous, enfin, pour toutes sortes de pays, sans rentrer dans ce détail-là. Maintenant, j'étais vraiment tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est quand même l'instrument essentiel sur les ajustements à court terme. Et pour illustrer mon propos, je voudrais prendre un exemple tiré de la zone euro. Si vous regardez le PIB par habitant de la Grèce en parité de pouvoir d'achat relativement à l'Allemagne sur très longue période, depuis les années 70, et c'est l'histoire d'une divergence. Ça diverge continuellement. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de croissance en Grèce, il y a de la croissance, mais elle est inférieure à celle de l'Allemagne, qui d'ailleurs sur longue période n'était pas fantastique. Et à l'intérieur de cette divergence, il y a une énorme bulle, et ça c'est l'euro. Et donc qui a été mal maîtrisé. Donc c'est là que les institutions sont très importantes. Les autorités n'ont pas compris qu'on avait changé de régime, enfin je ne sais pas. Et donc déstabilisant. Et puis, donc on a une énorme bulle et on est retombé en fait sur le sentier divergent de long terme. Donc ça illustre un peu le fait qu'effectivement à long terme la politique de change c'est pas ça qui va faire la différence. Sur le long terme, mais par contre sur le court et moyen terme ça peut faire la différence et ça peut causer des désordres tellement importants que ça remet en cause le long terme. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, mais si c'est mal calibré sur le court moyen terme, ça peut détruire, anéantir des efforts sur des dizaines d'années pour faire des réformes, donc c'est important aussi. Merci Agnès. Il y avait une question sur la politique de Bigger My Neighbor. Alors je pense qu'il y a probablement deux points pour apporter des éléments de réponse. Le premier point, c'est que nous ne sommes pas, au niveau des pays africains par exemple, dans des relations qui sont telles que nous pouvons avoir des problèmes de fallacy of composition, comme on les a eus sur les produits primaires dans les années 80. C'est-à-dire que le fait que la part de l'un augmente au détriment de l'autre
Là, c'est un vrai problème au niveau du secteur agricole dans la mesure où les spécialisations économiques des pays africains sont assez proches et que par ailleurs, plus d'exportation vers le marché mondial va dégrader le prix pour une demande donnée et donc non seulement la part de marché risque de s'exporter vers le pays voisin, mais en plus avec des conditions de prix qui sont moins favorables. Ça, c'est pour les produits primaires. Pour les produits manufacturés, on est là sur des parts de marché des pays africains qui sont extraordinairement faibles sur le marché mondial. Et donc, par conséquent, il n'y a pas d'effet d'éviction qui peuvent jouer comme ceux que vous entendiez éventuellement. Ensuite, sur les politiques de change, sur leur efficacité, je crois que les politiques de change sont efficaces. On a bien montré les papiers sur les performances économiques des pays asiatiques et de bien d'autres pays ont montré qu'effectivement une politique de change suivie, stable et compétitive, pour reprendre les termes utilisés dans le papier de José Antonio Ocampo, peuvent être naturellement très efficaces. Mais simplement, leur efficacité est conditionnelle à ces institutions, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec des effets de seuil probablement, et elles sont conditionnelles également, je dirais, aux structures productives. Faire des investissements pour aller vers la diversification, ça nécessite de faire un pari sur l'avenir qui est relativement long. Dans des pays où les institutions sont faibles, on n'est pas sûr que le retour soit très rapide et très efficace pour des économies qui restent profondément ancrées à la production de produits primaires. Et enfin, le dernier point qui est plus en lien avec les pays de la zone franc, je sais qu'on évoque souvent les questions de surévaluation. Il y a probablement beaucoup de raisons qui ont fait que cette question de la surévaluation est venue sur le devant. Probablement que le discours d'organismes internationaux y a contribué, dans la mesure où l'effondrement des cours des matières premières a appelé à faire face à un choc qui pouvait apparaître comme durable. Mais ce que je constate, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Cyril, ce que je constate, c'est que dans beaucoup de pays africains, on a encore une croissance économique qui est relativement soutenue à des niveaux qui sont sensiblement plus élevés que ceux que l'on observe en moyenne dans l'ensemble des pays africains. Et par ailleurs, lorsqu'on fait un diagnostic de surévaluation de taux de change, c'est un exercice auquel je me suis prêté personnellement il n'y a pas très longtemps, avec l'utilisation de différentes méthodes, avec des corrections au niveau du produit intérieur brut pour la présence de rente qui peut doper artificiellement la croissance économique de certains pays. Je ne vois pas apparaître des surévaluations, on est plutôt au voisinage du taux de change d'équilibre, avec peut-être un bémol sur les pays de l'Afrique centrale, où effectivement on a peut-être une petite surévaluation en termes de taux de change d'équilibre, de parité des pouvoirs d'achat, du fait des prix des biens non échangeables relativement plus élevés par les phénomènes de syndrome hollandais que l'on a pu connaître dans le passé. Mais on n'est pas là sur un diagnostic qui appellerait, je dirais, j'ai quelques difficultés parfois à bien comprendre. Je ne veux pas ignorer les problèmes financiers que peuvent poser en Afrique centrale la baisse des cours des matières premières. Et je ne veux pas non plus ignorer la nécessité d'avoir une diversification à construire au-delà de l'exploitation simple des matières premières. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, au niveau du taux de change, je ne dis pas qu'une politique de change plus active ne pourrait pas générer plus d'efficacité. Avec les limites que je viens d'évoquer tout à l'heure, le caractère conditionnel de la politique de change à la qualité des institutions que l'on a dans le pays, mais je ne vois pas véritablement qu'on soit dans un diagnostic qui relèverait d'une crise, indépendamment des problèmes financiers qui peuvent se poser dans ce pays, encore une fois. Oui, et pour compléter sur ce point, la question pertinente est effectivement de savoir s'il y a une surévaluation durable. Est-ce qu'il y a une surévaluation durable en mesure de menacer la croissance de long terme? Tant que les effets de sous-évaluation ou de surévaluation demeurent limités, les enjeux sont sans doute plus ceux des réformes structurelles qui permettent de réaliser ces diversifications des économies, sachant par ailleurs que, bien évidemment, et comme l'a rappelé Agnès Benassi-Kéré, en union monétaire, les décisions de politique de change sont nettement plus complexes et nettement plus difficiles à mettre en œuvre, et dès lors,
légère surévaluation ou sous-évaluation. Moi, j'entrerai pas dans le débat. Je m'en réfère aux experts pour déterminer la situation. Peuvent être traités, leurs effets peuvent être traités par d'autres politiques. Si je peux juste rajouter un mot, ce qui sera intéressant en Afrique, ce sera peut-être de regarder ce qui se passe au Nigeria, puisque le Nigeria est maintenant dans une politique de change flottant. Il semble que l'année dernière, il a retrouvé une croissance économique de l'ordre de 5% et que la croissance économique de cette année soit de 6%. Ça sera intéressant de regarder l'efficacité de l'usage de la politique de change très flexible dans le cadre du Nigeria par rapport à l'objectif de croissance économique. Mais juste aussi d'un mot pour revenir sur ce que disait Agnès en lien avec la Grèce, si on regarde par exemple ce qui se passe du côté du Royaume-Uni, la livre sterling s'est dépréciée dans des proportions très significatives et on ne voit pas apparaître au niveau du Royaume-Uni une dynamique très très forte au niveau des exportations. Et d'une certaine manière, le problème qui se poserait dans l'efficacité rapide du taux de change dans les pays africains, c'est qu'indépendamment de la structure productive, on a des capacités de production inemployées qui sont relativement faibles, ce qui n'est pas le cas dans les pays développés où généralement la dévaluation ou l'appréciation de change survenant après une phase de surévaluation, les entreprises ont des capacités inemployées qui peuvent être mobilisées très rapidement.